lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Un livre de révélation, un livre de solution, le livre de combat pour une presse vraiment libre. Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, je reçois de nouveau le professeur Écochard, cette fois-ci pour parler des découvertes scientifiques sur masculinité et féminité. Puis nous recevrons l'abbé Viaud qui revient nous parler du rapport de la SIAZ et notamment des attaques contre le sacerdoce. Et enfin, je recevrai un des éditeurs du professeur Écochard, Tristan de Carnet, qui a repris il y a quelques mois ou années les éditions Teki. Et donc, on va parler ensemble de son projet éditorial. Mais tout de suite, je me tourne vers le professeur Écochard. Bonjour, professeur. Bonjour, Guillaume. Et merci d'avoir de nouveau accepté notre invitation. La semaine dernière, donc, on parlait de la magnifique encyclopédie que vous avez co-dirigée sur la sexualité humaine. Aujourd'hui, j'allais dire, je me tourne plus vers le scientifique. Vous êtes donc professeur de médecine et vous venez de publier aux éditions Artege « Hommes-femmes, ce que nous disent les neurosciences ». Et pardon, ça va paraître un peu polémique, mais pas pour moi, c'est le bouquin contre l'idéologie du genre. Tout n'est pas construction sociale dans la différence homme-femme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Depuis surtout les 20 dernières années, la science a énormément travaillé sur qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le féminin. Je lisais encore un article dans le train en venant à Paris sur, voyez, la dimension, les différences du cerveau d'un homme et d'une femme et les différences du cerveau chez la femme aux divers temps du cycle. D'accord. C'est assez merveilleux. Combien le cerveau est souple, contrairement à ce qu'on croyait autrefois. Le cerveau est souple, c'est comme un muscle. Il se muscle ou il ne se muscle pas, il travaille. Et donc, nous sommes pleinement différents. C'est les sociologies, c'est la réflexion sur les nombres qui fait croire des choses compliquées, mais les scientifiques savent bien et observent bien combien nous sommes spécifiquement hommes ou spécifiquement Et donc, femmes. en regardant un cerveau, on peut reconnaître si on a affaire à un homme ou à une femme Quand on le regarde travailler, vous voyez, okay. Voilà. Anatomiquement, bon, le cerveau de l'homme étant un peu plus gros que le cerveau de la femme, il faut être prudent quand on regarde les choses comme cela, sur l'épaisseur des substances grises, etc. Mais on confirme que des zones, par exemple, vont plus travailler ou travailler de telle manière chez l'homme, telle manière chez la femme. Par exemple, l'amygdale cérébrale, qui est quelque part le hub, le lieu un lieu très important pour ce qui est des émotions. Eh bien, chez l'homme et chez la femme, il n'est pas utilisé pareil. L'homme et la femme n'utilisent pas de la même manière ces émotions, vous voyez. Eh bien, ça se voit dans le cerveau. D'accord. Et donc, si on passe un cerveau à l'IRM, on peut en regardant l'amygdale des cerveaux, absolument. On voit sa manière de réagir. Si vous voulez, chez la femme, il y aura beaucoup d'échanges entre l'amygdale cérébrale et le reste du cerveau, de manière à ce qu'elle soit très informée de toutes les dimensions émotionnelles de la situation. Or, chez nous, au contraire, l'homme, chez moi, homme, je suis quelque part protégé contre la dimension émotionnelle, de manière à pouvoir aussi voir d'autres dimensions qui me seraient quelque part cachées si je suis trop si on était surinformé en émotion. Donc quelque part, vous voyez, on est complémentaires en cela que si on est bien ensemble et qu'on partage en équilibre nos dons, eh bien, on aura la facette émotionnelle qui peut envahir la personne et puis une facette rationnelle qui peut laisser croire qu'on est égoïste, si j'ose dire, alors que pas du tout, en fait. C'est que lorsqu'on entre en dialogue, les cerveaux nous donnent
donne ses capacités complémentaires. Et l'évolution du cerveau féminin pendant le cycle, comment ça se manifeste, si je puis dire Oui, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de choses, évidemment. Hein. Dans le livre, je cite une vingtaine d'articles sur les différences au cours du cycle, mais il y en a une qui me touche un peu plus ces jours-ci. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, varie beaucoup dans le cycle de la femme. Pendant sa période fertile, elle a cette hormone de l'attachement qui est beaucoup plus développée, qui rentre en équilibre avec ses autres hormones. De telle manière que, par exemple, je lisais un travail il y a quelques heures qui montre que la femme, ocytocine, c'est l'attachement, va avoir plus tendance à s'attacher à quelqu'un de fiable, et au contraire à se méfier de quelqu'un de pas fiable en période fertile. Vous voyez, donc c'est des choses très délicates. C'est très délicat, et donc le cycle est très précieux. Et il a été bien pensé, semble-t-il, et en équilibre avec l'homme. Génial designer, je si pense, je puis dire. a priori. Hein, il faut penser à quelqu'un de vraiment doué, quoi. De manière à ce qu'il y ait un équilibre homme-femme qui évolue dans le cycle. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la femme peut accepter ces temps de richesse de la dimension féminine en période fertile, la dimension maternelle en fin de cycle, parce que si l'homme trouve admirable tout ça, le valorise. Et s'il est fiable. Voilà, et s'il est fiable, voilà. D'accord. Ouais, c'est très impressionnant. Mais comment vous situez ces découvertes qui sont assez impressionnantes, assez admirables, admirables de ce qu'elles nous disent du projet créateur, mais aussi admirables de recherche scientifique. Enfin, c'est quand même impressionnant de pouvoir suivre ce genre de choses dans le cerveau, qui est quand même pas accessible à tout le monde. Donc c'est quand même très impressionnant. Et comment vous situez ces progrès scientifiques avec, j'allais dire, les régressions des sciences humaines qui progressivement réduisent à des constructions sociales toute différence homme-femme. Il semble quand même que, à moi René, il me semble que un lien très fort entre l'amour et la transmission de la vie, qui est dans le cœur même de la création, est à préserver. Et lorsque on le dissocie par le désir de créer un amour qui serait non fécond, ou d'avoir des enfants sans s'aimer. C'est une construction intellectuelle, mais qui ne colle pas avec notre nature. Et donc après, on ne sait plus où on s'arrête. Quand on commence à imaginer une sexualité qui ne transmet pas la vie, une transmission de la vie qui n'est pas fondée... on risque de dire beaucoup de bêtises. Alors que quand on regarde les choses telles qu'elles sont, donc finalement, personnellement, je pense que dans nos corps, nous avons ce qu'il faut pour nous aider à devenir ce que nous sommes. Et donc accueillir notre être avec ses richesses et ses vulnérabilités, toutes comme des richesses. Et à ce moment-là, on peut aller loin. Et vous pensez, ça n'a pas grand-chose à voir avec les neurosciences, mais ça fait quand même partie du débat contemporain. Est-ce que vous pensez que ce qui rend cette idéologie du genre si performante, entre guillemets, c'est que les pères ont cessé de transmettre la masculinité aux fils, ou est-ce que c'est que les femmes envoient le message que la masculinité est toxique, ou les deux à la fois Dans le fond, là, je suis obligé de... Je passe sur les faits, finalement, les faits qu'on observe. Ce que disent les psychologues, c'est que globalement, sans aller être trop long, mais ils décrivent les fondements chez l'enfant qui exprime une souffrance. S'il est garçon ou fille, ce n'est pas la même chose, d'ailleurs. Ce n'est pas la même souffrance. Mais il y a très souvent de... est-ce qu'on n'aurait pas désiré que je sois de l'autre sexe? On me dit par exemple, ah oui, toi, t'es gentil, t'es pas comme ton papa. C'est terrible pour un garçon d'entendre ça. T'es gentil, t'es pas comme ton papa. Comme si la masculinité n'était pas désirable. Peut-être si je suis gentil comme une fille, peut-être ça serait mieux. Et puis, les hommes seraient surtout des agressifs, d'après ce qu'on nous dit. Et donc, à ce moment-là, est-ce que pour une fille, c'est pas dangereux d'être une fille, finalement? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'elle soit plus forte comme un homme? Donc, en somme, nous, les adultes, sommes sûrement, pour l'instant,
maintenant, nous devons progresser et il me semble, au sein de nos couples, de nos familles, honorer la masculinité et honorer la féminité, la vivre avec toute sa beauté, qu'elle soit la beauté masculine ou féminine, de manière à ce que nos enfants désirent ce qu'ils sont. Oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup, professeur. C'est une très belle phrase de conclusion. Merci. Donc, Hommes, femmes, ce que nous disent les neurosciences est paru chez Artege et je pense que c'est fondamental pour tous les éducateurs et pour tout le monde d'ailleurs. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Guillaume. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Viaud, qui est un vieil habitué, si je puis dire, de ce plateau. En fait, je vous reçois de nouveau, monsieur l'abbé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation estivale. Je vous reçois de nouveau pour parler de votre livre sur le rapport Sauvé, parce que notre dernière émission, nous étions un peu l'un et l'autre restés sur notre faim, parce qu'il y avait un sujet fondamental que vous abordez dans le livre et qu'on n'avait pas eu le temps de traiter à l'émission, qui était les attaques des propositions du rapport Sauvé, propositions à guillemets, qui attaquaient violemment le sacerdoce et donc le cœur nucléaire de la transmission de la foi, le cœur nucléaire de l'Église en quelque sorte. L'Église ne tient que par la transmission apostolique et donc la transmission des sacrements et la transmission de la foi. Ceci étant rappelé, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'abord, quel est le statut de ces propositions dans le rapport Sauvé? Est-ce que c'est des élucubrations? Ce sont dans les recommandations. Ça fait partie des recommandations. Et c'est pour cela que vous m'avez entendu, j'y reviens très brièvement pour me concentrer sur le doctrinal, protester contre le fait que dans cette commission, il y ait des gens qui soient notoirement anticatholiques et contre la doctrine officielle du catholicisme en matière de sacerdoce, dont le pape François a dit récemment qu'on ne la changerait pas. Bon, que cela soit clair. Alors, on a imputé les abus sexuels à la trop grande autorité du prêtre qui viendrait de sa sacralité. Laquelle viendrait du Concile de Trente. Voilà, on remonte au Concile de Trente. Et parce que, évidemment, le Concile de Trente, vous savez, les conciles, ça se réunit toujours parce qu'il y a eu un problème. Il y a un problème, évidemment. Bon, et c'est le problème de la réforme protestante. Bon, et la réforme protestante avait fort malmené le sacerdoce, et en particulier, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est de voir que tous les discours que l'on trouve chez les membres de la Chiase sur l'égalitarisme donné par le baptême, qu'on retrouve aussi dans le synode allemand actuellement, c'est du Luther pur jus de 1520, manifeste à la noblesse chrétienne de la nation allemande, où nous sommes tous égaux par le baptême, où finalement on a l'impression que le sacerdoce n'est plus un sacerdoce, mais simplement une fonction. C'est ça. Ce n'est plus un état, mais une fonction. Et donc là, pour le coup, le Concile de Trente a effectivement rappelé que le sacerdoce trouvait sa source dans le Christ. D'ailleurs, il faut dire que cet écrit réformateur n'a pas joué un grand rôle pour les luthériens, qui ne l'ont jamais mis dans leur livre symbolique, et que chez les réformés, c'est la même chose, qu'au XVIIe siècle. Donc un siècle plus tard, voyez-vous, les camisards qui n'avaient pas de pasteur attendaient qu'un pasteur vienne de Genève pour consacrer la Sainte Seine. Ils n'auraient jamais délégué l'un d'entre eux pour le faire. Donc le ministère était encore respecté. C'est très intéressant. Ça. Mais c'est vrai que la réforme avait jeté une confusion entre le sacerdoce universel de tous les baptisés et le sacerdoce ministériel, qui fait que celui qui est ordonné agit en lieu et place du Christ tête. In persona Christi capitis. C'est ça. Comme alter Christus, et non pas ipse Christus. Ça, c'est une rêverie. Des élucubrations qu'on n'a jamais... ou peut-être des expressions qu'on peut trouver dans une homélie, mais ça n'a pas valeur dogmatique. Absolument. Ce qui a valeur dogmatique, c'est une persona Christi capitis, et c'est à cela que l'on voudrait toucher. Et ça ne remonte pas au Concile de Trente, ça remonte bien avant. Oh, ça remonte bien avant. Et alors, vous comprenez, parce qu'on est en fait dans toute cette vision de l'incarnation, que seule l'Église catholique défend jusque dans tous ses prolongements. De même que le Verbe éternel de Dieu s'est incarné en un être humain de sexe masculin. Parce qu'il faut être précis dans la matière du sacrement.
Et ça remonte à l'incarnation. Tous les sacrements viennent du Christ. Absolument. Bon, donc, mais la matière de l'incarnation, c'est un homme. Quand Jésus va instituer les apôtres, et donc de ce fait l'ordination, le sacrement de l'ordre, la matière du sacrement, c'est un ordre, c'est un homme. Donc, et c'est pas une histoire de sainteté, parce qu'à côté de lui, il y a la Sainte Vierge qui est bien plus sainte que tous les apôtres réunis. Ni une histoire de sociologie, puisque à l'époque, il y avait des femmes prêtres dans le monde païen. Absolument. Et comme le christianisme... Et qu'il y avait plus de femmes à la croix que d'hommes. Voilà, et comme dans le christianisme est quand même une ouverture vers aussi le monde romain et vers le monde grec, Saint Paul va en donner un exemple. Absolument. Bon, eh bien... ça n'aurait pas du tout choqué d'avoir des femmes apôtres. Bon, or Jésus ne l'a pas fait. C'est pour ça que quand on parle de désacralisation du prêtre, sous prétexte, c'est parce qu'il est trop sacré, qu'il aurait pu convaincre un petit garçon d'ôter sa culotte, pardonnez-moi d'être... mais... laisser croire qu'il peut y avoir une parenté d'autorité entre « je dis ceci est mon corps » ou « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » ou « je peux baisser ton pantalon », enfin, de qui se moque-t-on? Oui, absolument. Mais tout l'argument est là-dessus, vous comprenez. Et on voit bien que si jamais on touche ou « in persona Christi capitis », et donc... au fait qu'il agit au nom du Christ, qui était un homme, eh bien, on pourra aussi modifier les sacrements et la matière des sacrements. Et on pourra ordonner des femmes. Bien sûr. D'ailleurs, quelle insistance revient constamment sur le fait qu'il faut plus de femmes dans l'Église, et que s'il y a plus de femmes dans l'Église, il y aura moins d'abus sexuels. Surtout, ce qui est très étonnant d'ailleurs dans cette logique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un grand sociologue pour constater qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les églises, et toutes les catéchistes sont des femmes, ou oui. D'ailleurs, on se demande si ceux qui ont écrit ça vivent dans l'Église catholique et fréquentent des paroisses catholiques. Voilà. Alors, il y a aussi une autre chose qui est extrêmement importante, surtout par les temps que nous courons, de peur, d'anxiété, d'angoisse, c'est qu'on prétend toucher au ministère de la confession. Monsieur Sauvé s'est perdu en grand discours, bien inutile d'ailleurs, pour nous dire... Oui, je vais vous dire, c'est complètement inutile, parce que tout de même, nous dire, pour dire que le secret de la confession est opposé à un article du Code pénal, mais tout le monde le sait. Enfin, on n'a pas attendu M. Sauvé pour le savoir. Mais ce qu'il faut noter, c'est que depuis 1905, je pourrais remonter plus haut, mais je ne vais pas remonter au déluge. Depuis 1905, loi de séparation des Églises et de l'État, donc fait par des politiques qui sont plutôt contre l'Église. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais ennuyé un prêtre ou un pasteur avec le secret de la confession. Et moi, j'en parle en connaissance de cause parce que, vous le savez, dans ma vie, j'ai été mêlé à de nombreuses affaires. Et je le dis parce que ça n'entachait pas l'honneur, mais ça entachait la vie politique et d'autres choses. J'ai eu affaire à des commissaires de police, des juges d'instruction, etc. On n'a jamais essayé, d'une manière ou d'une autre, de faire pression pour que... Et on aurait pu faire jouer, effectivement, un article du Code qui autorise l'État à faire lever le secret professionnel, puisque, comme l'État est laïque, il ne reconnaissait pas le secret de la confession comme tel, mais comme un secret professionnel particulier. Mais il n'a jamais demandé de le lever. Parce que, sagement, l'État a bien compris, sans qu'il soit besoin nécessaire de croire à Dieu ou à diable, qu'il était important dans une société qu'il y ait des lieux et des hommes et des femmes à qui on puisse parler en toute confiance. C'est les avocats, c'est les médecins, c'est les prêtres. Et c'est la raison pour laquelle il ne fera jamais jouer ça. Et maintenant, alors, sur le cas précis de la pédophilie, là aussi, on est dans l'idéologie la plus complète. Le pédophile ne va pas se confesser à un prêtre qu'il connaît. Si tant est qu'il a que se confesser. S'il va se confesser, ce sera un prêtre qu'il ne connaît pas. Maintenant, un enfant qui viendrait se confesser parce qu'on lui aurait demandé des choses qui lui paraîtraient immorales. Bon, eh bien, la réaction du prêtre, c'est de lui dire « tu vas le dire à tes parents, bien sûr. Et je ne te donnerai l'absolution que quand tu l'auras dit à tes parents et que tes parents seront venus me voir, parce que tu dois penser à tes petits camarades, qui peuvent être l'objet aussi. Moi, tu sais très bien que je ne peux pas
le dire. D'ailleurs, c'est bien pour ça que tu viens me voir. Parce que tu as confiance en moi et que tout ce que tu vas me dire, je ne le dirai pas. Mais en revanche, tu peux parfaitement dire ce que tu viens de me dire à tes parents. Tes parents sont responsables de toi, tu es mineur, et c'est même ton devoir de chrétien de le dire. Et d'ailleurs, un confesseur peut aussi dire ça à un criminel. C'est pas du tout impossible de refuser l'absolution tant qu'il n'a pas été dénoncé. Il y a des choses qui... Évidemment, évidemment. Et vous savez, je sais l'importance que la confession a aussi même pour de grands criminels, puisque vous le savez, j'étais 10 ans aumônier de prison, et... contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a un certain nombre de gens qui quelquefois retournent à la foi ou à l'idée de Dieu par ce biais-là. Tout est possible. Ça montre l'infinie puissance de Dieu et sa miséricorde. Et ces gens-là ont plus le sens de la justice que d'autres. Absolument. Et plus le sens du pardon. Ça, d'ailleurs, c'est déjà dans l'Évangile, c'est ceux à qui on pardonne beaucoup, qui savent ce que c'est que le pardon. Voilà. Donc, c'est pour ça que, vraiment, les recommandations théologiques et pastorales qui sont faites et qui visent à détruire le ministère, eh bien, auraient l'effet complètement inverse, surtout en matière d'abus sexuels, si par malheur, mais l'Église ne le fera pas, on suivait ces recommandations, ça ferait l'effet inverse de ce qui est souhaité par M. Sauvé et les membres de la TIAZ. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur cette phrase que je pense tout à fait juste. Le père Michel Viaud, le rapport Sauvé, une manipulation. C'est paru chez Via Romana. Et c'est une très belle arme de combat parce qu'il va savoir se battre. Merci, monsieur l'abbé. Merci. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Decarné. C'est l'éditeur de Teki. Bonjour Tristan. Bonjour Guillaume. Et alors, c'est le hasard des calendriers fait ça. Je recevais il y a quelques minutes le professeur Écochard qui a dirigé chez vous cette magnifique encyclopédie sur la sexualité humaine que vous avez mise sur la table. Donc, je recevais pour un autre bouquin qui est paru chez Artege. Je l'ai reçu la semaine dernière pour l'encyclopédie. Mais donc je me suis dit que c'était intéressant quand même que donc tout le monde connaît Teki, tous les cathos en tout cas connaissent Teki, mais on ne connaît pas les éditeurs et on ne sait pas très bien quel est le projet éditorial, etc. Et donc ça me paraissait intéressant de savoir ce qu'il y avait derrière Teki. Enfin, donc on connaît la marque. Comment est-ce que vous en êtes venu à devenir l'éditeur de Teki ? Alors c'est une histoire très ancienne parce qu'à 18 ans j'ai lu un livre de Jean Doja. D'accord. Qui était une biographie de Thérèse de Lisieux, et qui m'a ouvert beaucoup d'horizons, en fait, une espèce d'illumination intellectuelle et spirituelle. Doja était assez bon pour ça. Ouais. Voilà, c'était son grand... Et donc j'ai lu plusieurs livres de lui, et donc je connais les éditions Teki depuis cette époque-là. D'accord. Et il se trouve qu'il y a 5-6 ans, le gérant précédent, François Lemaire, envisageait de passer la main. Ouais. Et donc je fais partie des candidats à cette reprise, parce que c'est une maison qui, pour moi, effectivement, représente une ligne éditoriale assez intéressante, originale, et qui, je considérais qu'il serait dommage que cette ligne disparaisse du paysage. Ça, c'est clair. Ouais. Voilà. C'est clair. Et alors, comment vous définiriez la ligne et qu'est-ce qui vous a motivé dans cette ligne ? Bon, encore une fois, c'était l'éditeur de Doja, et Doja est la doctrine de Doja est bien celle de Teki. Moi, je dis qu'on est papiste, très clairement, c'est-à-dire que c'est la ligne de crête du Vatican. À cet égard, on peut être considéré peut-être comme ultramontain, probablement. Ici, ça n'est pas une insulte, sur ce plateau en tout cas. Sur ce plateau, voilà. Et donc, effectivement, il y a une fidélité à ce que dit le pape, quel qu'il soit. Et puis la certitude qu'en fait, il y a une grande complémentarité entre les papes successifs. D'ailleurs, on a fait un très bon livre que j'aurais dû apporter, qui s'appelle François le successeur, dans lequel on montre tous les points communs et aussi les particularités, mais qui sont dues à des caractères, en fait. Mmh. Entre tous ces papes, depuis Jean XXIII jusqu'à François inclus, et on est tout à fait confiant que ça continuera après lui. Mon prédécesseur, le père de mon prédécesseur, Pierre Lemaire, qui était un proche de Monseigneur Lefebvre à l'époque, n'a jamais voulu le suivre quand il est sorti de l'Église.
Il n'aimait pas beaucoup le cardinal Montini, mais quand il est devenu pape Paul VI, il a mis ses enfants à genoux devant la télévision, Habemus Papam. Voilà, ce sont des petites anecdotes qui sont significatives et qui ont du sens, voilà. Tout à fait. Et c'est bien notre position chez Teki. Parce que moi, en fait, j'ai découvert Teki, probablement avant vous, par les encycliques. C'était l'éditeur des encycliques. À l'époque où dans l'Église de France, ça se portait pas très bien de lire les encycliques des papes, il y avait chez Teki toujours le truc très minimaliste. C'était pas du tout bien... Enfin, c'était bien édité parce que le texte était impeccable, mais c'était quasiment tout enquillé, une petite plaquette. On a d'ailleurs gardé un fond assez moi, je trouve que c'est plus gros vraiment, fond d'encycliques, on les garde et on les tient à disposition et on les réédite très régulièrement. C'est complètement dans la ligne de Teki. Hein. Teki a été créé en 1868 par un frère marianiste qui s'appelait Guillaume Teki, d'ailleurs. On a un peu de mal à savoir d'où vient le Pierre. Son neveu, qui a repris ensuite, s'appelait Pierre Martin. Alors, on pense que c'est ça, mais on n'est pas tout à fait sûr. Mais Guillaume Teki, il avait la particularité d'avoir été le libraire de l'œuvre des bons livres de Bordeaux. Et son métier, c'était de répandre la bonne nouvelle à petit prix pour essayer de vulgariser, en fait, la doctrine. C'est de l'évangélisation dès le départ, en plein 19e siècle. L'époque où la presse, on découvre la presse de masse, quoi. Voilà, il se développe beaucoup, en effet. Et alors, est-ce que vous avez changé des choses dans la ligne éditoriale? Est-ce que vous continuez? Parce que je vois aussi autre bouquin, François Dubreuil, qui est un excellent romancier un peu futuriste et hélas un peu glaçant parce que le futur qu'il imagine est très vraisemblable, hélas. Alors, sur la ligne, on n'a rien changé, donc on a vraiment une fidélité à ça. Ça correspond à à mes conceptions du monde et c'est pour ça que je suis là. En revanche, on a tous les droits pour défendre cette ligne. C'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné dans un style de livre. Je vous ai montré l'encyclopédie sur la sexualité humaine, donc là c'est de l'anthropologie, voilà, vous avez l'occasion d'en reparler. Voilà. Mais on fait aussi beaucoup de livres en jeunesse, j'aurais dû en apporter d'ailleurs. Notre plus gros succès actuellement, c'est une biographie de Carlo Acutis, très bien. Qui a un bon texte de Véronique Duchâteau et qui est sorti au bon moment en plus, c'est ça. Et qui évidemment est un héros à mettre entre toutes les mains. C'est long. Et à côté de ça, on a aussi une ligne de romans. Alors pas beaucoup, on est très sélectif. Celui-là, Time Crime de François Dubreuil, c'est son 4e chez nous. Il est un peu plus trash que les précédents, mais on a toujours cette espérance chrétienne quelque part, et cette vision du monde qui est particulière. Qu'on voit aussi dans le fameux Maître de la Terre, qui est un roman de Benson des années 1900, qui est édité chez Teki depuis fort longtemps, parce que l'un de mes prédécesseurs lisait, Pierre Lemaire, le lisait à ses enfants le soir. Il aimait beaucoup ce roman, sur les fins dernières. Oui, c'est un très beau roman. Voilà. Et qui résonne aussi très bien dans notre actualité, parce qu'on a ces côtés un peu l'antéchrist bienveillant. J'avoue qu'on en a vendu pas mal lors de l'élection présidentielle de 2017. Je ne vois pas du tout pourquoi. Ça me fait vraiment écho. Voilà. Dubreuil est un auteur très intéressant parce qu'il est, chrétien, motivé, il est d'Anjou et il connaît bien tout ce qui est vendéen. Il y a un peu ce côté résistance. Et donc dans son roman, son premier roman qu'il a lancé vraiment, c'était La Couronne. Il revoit toute l'histoire de France en imaginant en fait des gens qui défendent la couronne d'épines. C'est de ça qu'il s'agit. Et on a une grosse couronne d'épines en couverture, et les gens qui veulent s'en saisir parce qu'ils pensent y trouver un pouvoir ésotérique. Voilà. Et ça définit bien aussi la ligne de Teki finalement, de cette défense de la couronne du Christ, mais dans une acception chrétienne et catholique des choses. Voilà. Très bien. Et combien de manuscrits vous éditez par an? Parce que vous continuez à faire les discours des papes toutes les semaines. Oui. Alors effectivement. Alors ça c'est plutôt une revue. Je sais pas comment ça c'est formellement. C'est quoi? Vous avez raison. Je suis patron de presse. Je suis éditeur d'une feuille de chou qui s'appelle Le Discours du Pape, qui depuis 40 ans relaie l'ensemble des homélies du mercredi et aussi les Angélus. Les Angélus du dimanche. Alors, il y a des moments où ça s'appelle plus l'Angélus, le Regina Coeli, merci, du dimanche. Et puis on met un peu d'actualité sur le Vatican. Donc ça continue toutes les semaines, avec une grande fidélité. Bon, c'est le mot de Teki, c'est probablement la fidélité. Et on a aussi le magazine Patapon,
Ah oui, c'est vrai. C'est pareil, j'aurais dû apporter le magazine Patapon pour édifier les enfants. Ouais. La punchline, c'est grandir en famille avec Jésus. Voilà. Ça, c'est un magazine que les gens connaissent parce qu'il y a 40 ans, ils étaient abonnés et beaucoup croient que ça n'existe plus. En fait, ça continue. Et Pierre Lemaire a été très actif dans la lutte pour les catéchismes. C'était oui. la marque de Teki dans les années 60, oui, c'était le combat pour les catéchismes. Il s'est beaucoup opposé à certaines conceptions délétères du catéchisme, en effet. Et Patapon doit un peu répondre à cette logique-là, non? C'était l'idée d'avoir un truc moins agressif pour la foi des enfants? L'idée, c'était plus d'avoir un magazine qui parle vraiment de foi. D'accord. Mais qui parle aussi du monde, évidemment, le créateur et la création et notre relation à tout ça. D'accord. Avec un petit mouton qui est à la fois une espèce d'image des brebis du berger et puis aussi, évidemment, l'agneau lui-même, et qui est un petit mouton qui pourrait être un petit enfant qui progresse en vertu et en foi. Voilà. Donc, et des livres, vous en éditez Alors, on édite une 50aine de livres par an, à peu près moitié adulte, moitié jeunesse. D'accord. Et on a aussi les éditions Saint-Paul, qui avaient été reprises à l'époque pour sauver la collection L'œuvre intégrale de Maritain. Ouais. Mais dans laquelle on a beaucoup d'assez grands auteurs, d'ailleurs, spirituels. On a notamment un livre dont on est très fiers, là, sur le cœur du monde de Balthazar. Ah oui, d'accord. Pas facile, mais un grand livre. On a pas mal de choses de Zundel. C'est un éditeur qui avait été pionnier dans l'éducation affective et sexuelle. Ouais. Et on a beaucoup de choses autour de la guérison. D'accord. Voilà. Donc on a cette maison, et puis la maison Teki, donc, avec de la philosophie, de la théologie, de collection Croire et Savoir. Ouais. D'ailleurs, j'ai été édité chez Teki. Vous y avez été publié, c'est vrai. Absolument. Sur Saint-Thomas, deux fois, je crois. Sur Saint-Thomas. Sur la journée, en l'occurrence. Mais globalement, c'est quand même une ligne plus effectivement de vulgarisation, je dirais. C'est ça. Merci beaucoup, cher Tristan, et longue vie à Teki, puisque ça fait déjà un peu plus de 120 ans. On vous souhaite 120 autres années. Alors, bon courage. Pas moi, mais on transmettra. Bon courage et bravo. Merci. Merci, Guillaume. Et donc, la semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera l'émission. Nous nous retrouvons, nous, dans un mois. D'ici là, que Dieu nous garde.